mercredi 5 avril 2023 et c'est une visio Taranis. Aujourd'hui, le sujet, c'est la présentation de l'outil Archelios. Alors, pour rappel, nous sommes avec Alexandre Guirinec de l'Alécob de Carrel qui va pouvoir nous présenter l'outil. Il est plus qu'usagé, on pourrait même dire expert, mais ça, je vais lui passer la parole ensuite. Pour rappel, l'outil Archelios, c'est un outil de dimensionnement du photovoltaïque qui permet de dimensionner les projets aussi bien d'un point de vue technique qu'économique. On le verra tout à l'heure. Et cet outil, il est proposé aux adhérents de Taranis. C'est une licence partagée. Plus il y a on va dire, d'utilisateurs qui participent au paiement de la licence, plus ça fait baisser le coût. Vous allez voir, c'est un outil intéressant technique qui n'est pas nécessaire pour faire des pré-études, mais il est bien intéressant. Donc, la licence partagée par Taranis de mémoire prend fin au mois de juin 2023. Donc l'idée, c'était de pouvoir vous proposer une présentation de l'outil pour savoir qui est intéressé, puisqu'on fera une petite relance de savoir qui souhaite l'utiliser et donc participer à son paiement pour partager pour 1 an. Voilà, donc Alexandre va nous présenter l'outil. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est qu'on garde les micros fermés et Alexandre proposera des sessions de questions au fur et à mesure de ses présentations. Alexandre, c'est à toi. On va commencer par partager. Je ne sais pas si vous visualisez bien l'écran. C'est parfait. Ok. Alors oui, il y avait déjà une première session qui avait été réalisée du coup de présentation de l'outil Archelios. Alors c'est un outil qui est utilisé par les bureaux d'études voilà, pour étudier les différents projets solaires photovoltaïques. Donc ça peut être à la fois au sol et sur un bâtiment. Son grand intérêt par rapport à d'autres outils, c'était vraiment de pouvoir faire une modélisation 3D et prendre en compte les potentiels masques proches, que ce soit dû à la végétation, au bâtiment ou autre. Ça, c'était vraiment en vue justement d'évaluer le productible d'un lieu. Et donc ça, cette première phase, en fait, elle se passe via l'outil Google SketchUp, qui est relié directement en fait à l'application Archelios, où on peut venir justement faire une première modélisation. Donc là, je suis sur l'outil Google SketchUp. Donc c'est un outil assez simple de dimensionnement avec justement des différents outils à destination, enfin à disposition. Donc moi, j'en utilise que certains. C'est une méthodologie, bien sûr. On n'est pas obligé de modéliser, encore une fois, mais ça permet quand même d'apporter un niveau de précision pour estimer le productible décentral qui va jouer après sur le modèle économique aussi des projets. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment, il faut commencer déjà par géolocaliser notre projet, parce que bien sûr, suivant où on va se positionner, il va y avoir un impact sur la production. Donc, avant, on pouvait importer un fond de carte avec justement une géolocalisation. Là, c'est plus possible, enfin, à ma connaissance du moins. Du coup, il y a cette petite astuce où on peut donc, ici je tiens à préciser que là, on va essayer de fournir aussi un guide avec justement détaillé avec des captures d'écran, un peu les différents éléments, les différentes étapes pour réaliser une étude là sur Archelios. Voilà, un guide pratique entre guillemets. Donc, dans un premier temps, définir la position. Donc ça, on peut le faire notamment manuellement. Tout simplement en fait en rentrant une latitude et une longitude. Donc ça, on peut notamment le trouver en fait directement sur Géoportail. Donc là, je vais partir sur un cas concret qui dit l'Alécob dit carré dans le centre-ouest Bretagne, et donc ça va être étudié en fait une salle de sport. Donc qui dispose de plusieurs pans de toiture, mais plutôt bien orientés, avec des surfaces plutôt intéressantes. Et donc là, il y aurait un projet de rénovation, enfin de réfection de toiture notamment, donc ça pourrait intégrer potentiellement une toiture solarisable. Donc voilà, l'idée c'est déjà
d'avoir les coordonnées du site. Donc sur Géoportail, on peut nous donner justement latitude et longitude. À savoir que là, justement, on peut voir aussi des signes négatifs. Là, quand je reviens justement sur Google SketchUp, là, c'est plus des signes négatifs, mais en fait, le signe négatif, ça va représenter l'ouest. Donc, c'est plutôt justement un W là qu'on appliquerait en fait pour préciser. Donc là, bon, là, c'est pas les coordonnées de Géoportail, mais voilà, c'est un peu dans l'idée. Une fois qu'on a rentré ces coordonnées, on a géopositionné notre projet. Donc, et après, on valide. Second élément, justement, comme je disais, maintenant, on ne peut plus importer de fond de carte, parce que c'est toujours intéressant dans une modélisation, en fait, c'est parlant, et puis ça donne, c'est concret après, notamment vis-à-vis d'élus, de porteurs de projets, d'apporter une simulation 3D. Donc, le petit bonhomme, je vais le retirer. Moi, ce que je viens faire, en fait, dans mes études, je viens, en fait, importer une image qui est prise directement, en fait, sur Géoportail. Donc, c'est l'image de tout à l'heure, de Géoportail, du coup, que je viens importer. Mais par contre, là, il faut bien savoir qu'il faut aussi dimensionner l'image. Là, si je prends une différente cote, donc je préciserai dans le guide les différents éléments à quoi ils servent. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a pris la main, c'est relativement rapide. Alors, tac, d'ailleurs, je vais le refaire. Je vais réimporter le document, pardon. Donc, il y a un outil de cotation et en fait, généralement, je prends la longueur du bâtiment. Donc, sur Géoportail, on est de l'ordre de, allez, on est à 50 cm près. Donc après, soit on a les documents, les plans du bâtiment avec les DOE. Donc ça, c'est l'optimal. Et des fois, quand on est justement dans une simple note d'opportunité, on peut déjà estimer grosso modo les surfaces de toiture. Et donc là, sur le bâtiment, de mémoire, sur Géoportail, quand je vais voir, on peut également avoir les dimensions. De mémoire, je crois qu'on était à une 35 mètres voilà, de longueur. Bon, je suis un peu plus précis, mais là, c'est vrai que pour la vidéo, je ne vais pas rentrer. Hop. Et donc, je peux dimensionner mon fond de carte pour obtenir la bonne longueur. Donc là, j'étais loin du compte. Vous voyez, on est toujours à 8,25 m. Donc là, clairement, mon plan, je l'ai importé. 16 mètres, décidément. Je crois que... Bon, là, on est sur le quasiment 30 mètres. Enfin, voilà un peu dans l'idée. Donc, on peut venir justement après géolocaliser le projet, importer un fond de carte et le fond de plan, justement, cette carte-là, après bien le dimensionner. Et là, donc, j'ai mon support, en fait, pour faire ma modélisation ensuite. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, on peut prendre en compte là, la végétation, les différents bâtiments autour. On peut notamment voir les ombres reportées directement. Donc ça peut aider, justement, à la modélisation également. À savoir que là, sur les photos de Géoportail, on était sur l'année 2021. Donc, parfois, le Géoportail n'est pas toujours à jour, en fait, en fonction des nouveaux bâtiments qui peuvent avoir lieu. Donc, je place ce qu'on appelle le repère pour justement modéliser un peu mon bâtiment. Donc là, je suis les cotes réelles, soit du bâtiment qu'on a avec des plans, soit directement. Donc, je viens dessiner la surface, décidément. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Alors là, il y a des jeux. Donc, je vous passe un peu toutes les étapes. De toute manière, ça sera vraiment le guide là qui reprendra un peu les différents outils. Mais on peut, par exemple, justement, monter le bâtiment. Par exemple, il fait, allez, disons, 5 mètres. Et après, il y a des outils, notamment après des rapporteurs ou voilà, pour faire les différents angles des pans de toiture.
Et ce qui est intéressant, c'est ce que je parlais tout à l'heure, on peut aussi venir modéliser l'ombrage déjà porté, pour avoir déjà une vue là-dessus. Alors, les ombres portées. Vous voyez, là, on se situe en novembre, donc on peut faire évoluer l'ombrage tout au cours de l'année et également tout au long de la journée. Donc là, vous voyez, l'ombre qui est ici sur la route, bah, on serait plus aux alentours de 10 heures. Et en mois, on était plutôt pas mal. Donc on était sur une journée, et sur la photo de géoportail, me semble-t-il, on était le mi-juin. Vous voyez, on est plutôt bien. Donc, je vais m'arrêter là juste pour la modélisation. Et hop, voilà ce que j'avais fait en fait sur ce bâtiment-là. Donc en reprenant un peu les différentes données, j'ai également modélisé les arbres, la végétation aux alentours. Pareil, on reprend l'ombre qui correspond en fait au fond de plan. Donc ça a été une première étape de modélisation. Donc je répète, géolocaliser notre projet, apporter un fond de carte, et ensuite sur ce fond de carte, on peut venir créer nos bâtiments. Ce qui est intéressant avec l'ombrage, c'est que avec les hauteurs des bâtiments, même si on ne le respecte pas vraiment, ça sera pris en compte après sur les autres bâtiments en fait. L'écart sera le même si on se base juste sur les ombres portées. Par exemple, je peux venir modéliser ce bâtiment vite fait, juste pour l'exemple. Je vais faire. Voilà, je le fais grosso modo, mais bien sûr, c'est beaucoup plus précis. Normalement. Vous voyez, on va voir l'ombre qui apparaît juste à côté là. Et si je viens faire correspondre les ombres, je peux estimer à ce qu'il soit environ le bâtiment de 5 mètres. Ça colle plutôt pas mal. Bon. Alors voilà, maintenant qu'on a modélisé l'environnement, le bâtiment, la végétation, les dénivelés éventuellement, et on peut commencer à ouvrir justement l'application Archelios Pro, donc comme je disais, qui est rattachée directement au logiciel Google SketchUp. Donc moi j'ai la version Make 2017, elle est gratuite et accessible pour tout le monde. Il y a des versions bien sûr plus récentes, mais par contre à terme qui sont payantes. Donc là il n'y a pas de souci après avec cette version-là. Elle est même mise en téléchargement sur Archelios Pro gratuitement. Et donc en fait je vais ouvrir le module Archelios Pro. Tac. Donc, la licence est bien validée donc jusqu'au 10.06. Et là, la licence en fait que l'on a pris, elle permet de modéliser des installations jusqu'à 1 MW crête, que ce soit au sol, sur bâtiment. On était restreint à 100 kg sur la précédente licence qu'on avait, et puis on a fait le choix d'agrandir un peu, notamment les potentiels parcs au sol, les grandes toitures également. On parle du décret tertiaire, il y a besoin avec des grandes surfaces. Donc, la première information qu'on va devoir enseigner, c'est le panneau qu'on choisit. Parce que voilà, il y a un inventaire de panneaux assez important. Donc, on peut choisir justement selon différents fabricants. Donc, pour l'exemple, une marque française, Sistovia à Carquefou, avec un modèle de panneau, voilà, l'ensemble des panneaux qu'ils proposent. Donc, généralement, voilà, il faut mettre à jour quand même l'application, mais on retrouve un peu les différentes gammes proposées par les différents fabricants. Donc c'est vrai qu'on fait de plus en plus des panneaux de plus en plus grands et de plus en plus puissants. Et ensuite, on peut choisir justement l'implantation, donc soit la pose en portrait ou en paysage, suivant. Et on peut même tester les deux pour savoir qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre de mettre le plus de panneaux possible. Je choisis la surface où je mets mon panneau. Vous voyez, ça peut être au sol, ça peut être, par exemple, sur ce pan de toiture-là. Donc voilà, j'ai sélectionné mon panneau. Par exemple, quand un installateur fait un devis avec tel type de panneau, on va pouvoir venir le modéliser concrètement. Deuxième volet, est-ce que mettre un panneau un par un, ça serait un peu rébarbatif et un peu fastidieux?
il y a un second volet qui est ici, qui permet en fait un calpinage automatique. Ça, c'est assez puissant aussi. C'est que par exemple, vous pouvez modéliser des cheminées ou je sais pas, peut-être des fenêtres dans la toiture. Et ben, ça va le prendre en compte après dans le calpinage. J'ouvre cette fenêtre. Donc, vous avez plusieurs onglets de modélisation. Donc, ça peut être des tables où vous choisissez les espaces entre les panneaux, le nombre de rangées. Vous pouvez même choisir la géométrie, l'inclinaison, si les panneaux sont inclinés, par exemple, sur une toiture plate. Donc voilà, on peut vraiment rentrer dans le détail et choisir la puissance d'installation. Bah, je vais me limiter à 36 kg. Voilà, par exemple. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il me dit qu'il faudrait 90 panneaux du coup de 400 watts crête. Je choisis ma surface, donc là c'est celle qui est en pointillé, là, celle où j'ai posé mon panneau, et je vais faire dupliquer les modules. Donc il va dupliquer les modules, donc il propose un calpinage, donc là j'ai pas de fenêtre ni de cheminée là sur cette toiture. Après vous pouvez venir le modifier si vous le souhaitez. Sur les ERP, comme on disait, il faut laisser quand même des rebords de 90 cm par exemple. Enfin voilà, c'est différents éléments. On peut venir rajouter des panneaux également. Enfin voilà, c'est un peu ça dans l'idée. Je vais reprendre. Je vais revenir en arrière juste pour reprendre du coup ce que j'avais fait avant. Voilà. J'avais essayé de valoriser les deux pans justement orientés sud. Donc ça c'était un second outil. Deuxième outil, c'est on peut déjà voir un peu le gisement. Par exemple, il peut y avoir déjà de l'ombre sur des panneaux. Et ça, ce gisement, ça peut nous indiquer déjà si des panneaux vont être plutôt défavorables. Donc, je vais le mettre en 2D. Donc, il y a pas mal d'informations là sur les différents volets, mais vraiment, il n'y a que quelques rubriques qui vont être vraiment intéressantes et c'est assez facile d'accès quand même. C'est plutôt la modélisation peut-être qui va prendre un peu plus de temps. Il y a un coup de main à prendre. Là, il modélise et après peut-être on va passer à la question. Donc vous voyez déjà là, en fonction des couleurs. Alors, vous allez me dire tout de suite, oh là, dans le rouge, c'est-à-dire que ça ne va pas être bon du tout. Non, il faut vraiment reprendre les valeurs. Là, au plus bas, on est à une irradiation en fait de 1156 kWh par mètre carré par an. En vert, au maximal, on est à 1290. Donc 1156, ça reste tout à fait correct. Si je me mets à, par exemple, non, ça va être ici, 1000 kWh, bon bah tout de suite, vous voyez, là, ça reste plus cohérent. Alors, mince, je n'ai pas fermé la bonne fenêtre, pardon. Non plus. Bah, elle a dû se fermer. Pardon, j'enregistrais. Parce que là, ça peut être pratique. Si par exemple un panneau ne produit pas assez, je vais devoir relancer la simulation, pardon. Et ben, il peut faire automatiquement, en fait, il peut le retirer de l'installation. Je vais relancer. Ça va être ici, là, cette fois-ci, donc le filtrage de modules. Je vais faire évoluer. Par exemple, je veux, bah voilà, pour ce niveau d'irradiation, on supprime tous les panneaux qui n'arrivent pas à ce seuil-là. Vous voyez, tout le pan le plus au-dessus, là, il a été supprimé. Voilà, c'est un des outils aussi qui permet quand même voilà, d'optimiser le calpinage en fait, d'un projet. Et donc là, on parle toujours des masques proches, justement, c'est vraiment ça l'intérêt. Et il indique même la perte moyenne du coup. Parce que là, si je fais varier l'ombrage, par exemple l'hiver, le soleil est un peu plus bas. À midi, il y a très peu d'ombre quand même, voire pas du tout là, des arbres. Ces arbres-là ne vont pas forcément impacter. Je ne sais pas si vous les voyez bien évoluer aussi. Ouais, ça se voit bien. On voit bien l'impact. Est-ce qu'on se fait une petite série de questions ou est-ce que tu veux finir un cycle, Alexandre? Non, c'était un peu sur la modélisation, c'est les grands axes. Après, il y a des petites choses encore, mais jusqu'ici, je pense que ça suffit, je pense, pour la présentation. Donc, s'il y a des questions, volontiers.
Alors n'hésitez pas, j'ai pas vu de questions dans le chat, n'hésitez pas à vérifier que votre micro est déverrouillé pour, poser votre question. En sachant que tout ce que j'ai fait là, l'importation du fond de plan, ce n'est pas obligatoire, hein. Mais c'est vrai que ça apporte quand même un meilleur rendu quand on présente un projet, de voir un peu comment ça va se modéliser. Et je pense notamment aux architectes des bâtiments de France. Souvent, ils demandent des intégrations paysagères pour savoir un peu le rendu, avec quel type de panneau. Bah, là, ça peut être le cas. Alexandre, sur les ombres, tu m'entends? Oui. Ouais, sur les ombrages, mais tu n'as pas la hauteur réelle des arbres et donc de l'ombre? Alors justement, c'est ce que je disais, c'est suivant les ombres portées là, je vais pouvoir Ouais, dimensionner les différents arbres. C'est ouais, ça qui est une petite astuce, c'est que plutôt que d'aller sur place et de dimensionner toutes les hauteurs, bah là c'est vrai que je l'ai pas indiqué, mais on peut venir intégrer. Donc c'est des arbres pleins en plus, donc normalement, un arbre n'est pas comme ça, c'est plutôt comment dire, enfin pas péjoratif, mais un modèle, je trouve plus le terme. Bah, c'est pire qu'en situation réelle puisque là, Voilà, quand tout à quand tu fait. Ouais. indiques que c'est l'hiver, là, on a un arbre caduc qui perd pas du tout ses feuilles et ouais, mais alors tu as peut-être vu Bernard tout à l'heure pour, ce que montrait Alexandre. Il a dessiné l'arbre, il a positionné, la période dans la saison et l'heure, ouais, de la journée et connaissant la date et l'heure de la prise de vue, sur le fond de plan, sur Géoportail, ça lui permet de régler la hauteur de l'arbre et la taille pour caler Voilà. l'ombre portée, générée par Archelios, enfin SketchUp là, pardon, sur la photo. Absolument. Parce qu'une fois que j'ai fait ma modélisation du bâtiment, donc l'ombre là, elle est plus ou moins calée du coup, suivant la hauteur. ouais, Je fais grosso modo, voilà. Et ben toutes les ombres en fait vont être après liées également, à moins qu'il y ait une pente après vraiment importante dans le. ouais. Mais là, l'arbre, Donc justement, suivant son ombre ici, je vais pouvoir dimensionner l'arbre. Après, OK. ça reste des estimations, mais généralement, on n'est pas très loin de la vérité. Ouais, donc pour trouver la hauteur de l'arbre, tu pars de l'ombrage, enfin de l'ombre qu'il porte à un moment donné, quoi. C'est ça. Il faut déjà que je me Tu situe dans ma modélisation à quelle période de l'année Ouais, c'est ça, ouais. et ensuite à Ça quelle va heure. D'accord et ça te donne une ombre sur la photo et à partir de Absolument. cette ombre-là, tu sais quelle est la hauteur de l'arbre, quoi. Oui, absolument. Ouais, OK, d'accord. Et c'est pour avoir comparé plusieurs modèles, on est franchement pas loin de la vérité. Ouais, Euh, voilà. Donc ça, voilà, c'est pour la modélisation. Et enfin, donc une fois qu'on a fait notre environnement, qu'on a intégré nos panneaux, euh, on peut venir exporter ça justement directement sur l'application Archelios Pro pour estimer le productible, le volet économique également. Donc, je vais le faire. À savoir aussi, c'est que parfois, pour des nouveaux bâtiments, c'est ce que j'indiquais ce matin, les architectes, les maîtres d'œuvre, ils peuvent avoir fait déjà des modélisations en 3D, des rendus. Donc, c'est possible après de les intégrer également. Euh, Petit souci parfois, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est quand on importe ces projets-là qui sont assez volumineux, parce que ça peut mettre un certain temps, voire ne pas marcher. Donc c'est important d'écréter un maximum tout ce qui n'est pas utile justement après au projet quand ils sont trop lourds.
Tac. La connexion. Donc, une seule licence pour l'ensemble des adhérents. Et en fait, on utilise un agenda partagé pour réserver des créneaux là, de cette licence-là. Donc, on est sur la version Gold, là, comme je vous le disais, là, donc, qui permet de modéliser jusqu'à 1 MW crête. Et en fait, là, on retrouve la liste de l'ensemble des projets. Donc, chaque adhérent a un dossier spécifique. Et normalement, on est censé ranger chacun de nos projets dans nos dossiers. Bon, là, vous voyez, par exemple, ce n'est pas le cas. J'ai même créé un dossier projet pêle-mêle parce qu'il y en avait un peu trop. Bref, je reprends mon fichier, du coup, qui a été importé, hein, donc toutes les données de modélisation. Ça s'ouvre. Et on va y retrouver plusieurs onglets. Donc, à vérifier d'abord, donc on a un premier onglet localisation. Donc vérifier que la localisation manuelle qu'on a rentrée, et ben là, elle correspond bien. On est bien sur le site en question. Et en fait, il nous donne après des données un peu météorologiques du site. Donc il se base notamment sur la station météorologique la plus proche. Là, c'est à Morlaix, bon, à une quarantaine de kilomètres quand même. Donc on n'est pas exactement à carré, mais l'écart ne devrait pas être si important que ça. Ou au mieux, on peut venir même intégrer des données météorologiques locaux. C'est possible également. Moi, je le fais rarement. Je me base souvent sur la station au plus proche. 40 km, ça reste cohérent. Et on a différentes informations sur justement les radiations directes, diffus, les différents éléments climatiques, les masques lointains. Enfin, là, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. C'est vraiment des données. Les pertes dues au masque, du coup, qui sont déjà indiquées. Bref, ça, c'est vraiment un onglet à titre indicatif. Là où ça va vraiment devenir intéressant, c'est on a fait notre choix d'onduleur, de module, pardon, et on va pouvoir maintenant sélectionner, suivant un panel d'onduleurs également, notre installation. Donc, je la resitue un peu. Donc là, vous voyez, notre forme de carte, par contre, il n'apparaît plus. On a les bâtiments, la végétation et l'installation photovoltaïque. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des groupes de panneaux. Parce que bien sûr, l'inclinaison n'est pas la même là pour les deux champs. Donc, on peut se dire, est-ce que ça peut être intéressant de les séparer? Donc, ce qu'on va faire, ça va être des groupes de panneaux. Je viens de sélectionner. Là, par exemple, on a une puissance là, de tout cumulé de 114 kW crête. Je sélectionne un premier champ. Et le deuxième, je vais le sélectionner aussi. On va faire un deuxième. Voilà. Donc, avec le nord dirigé, hein, bien sûr. Et donc, il y a plusieurs outils après qui sont à disposition. J'ai fait mes groupes de panneaux. Par exemple, je peux me dire, bon, on verra peut-être par la suite. Je peux choisir maintenant mes onduleurs. Donc là, typiquement, là, j'ai une première installation de 61 kW crête, grosso modo, et la seconde de 53. Je vais aller dans l'onglet onduleur. On va travailler peut-être sur celle de 60 kW crête. Et je vais pouvoir choisir, ça c'est intéressant aussi, parce qu'ils ont un panel d'équipement. Donc on retrouve la marque et la référence des panneaux. Donc j'avais pris pour l'exemple du Systovi, mais initialement c'était du Trina Solar que j'avais pris. Et on peut justement choisir, ils vont un panel de fabricants d'onduleurs. On trouve vraiment, et de micro-onduleurs également. Ça, on les retrouve également. Donc de base, c'est moi qui ai proposé, mais voilà, il y a un listing. On peut filtrer. Par exemple, je n'ai pas envie que ma puissance d'injection soit supérieure à 100 kVA. Je pense à l'IFER, par exemple. Et ben, on peut l'indiquer après comme filtre. C'est-à-dire que toute la liste des onduleurs qui seront proposés respecteront ce filtre-là. Donc, il peut y avoir une sélection automatique. Ou, par exemple, il y a un installateur qui vous propose un devis avec un onduleur spécifique. Vous pouvez faire aussi une configuration manuelle. Moi, je le fais quasiment jamais. C'est vrai que
Donc, il suggère automatiquement lui-même plusieurs modèles en fait d'onduleurs. Donc, on voit le nombre d'onduleurs de panneaux qu'il prend en charge. Là, si on baisse un peu, par exemple, là, il peut proposer. Donc, je vais reprendre la première solution. Là, il propose un seul onduleur de cette référence-là. Il vous indique le nombre de chaînes, donc c'est compatible. Hein, on voit bien que c'est en vert, c'est possible. 8 chaînes de panneaux, 8 chaînes de 19 modules. Et il vous donne les caractéristiques électriques aussi, parce que on vérifie bien que les niveaux de tension, les niveaux de courant, on respecte bien par rapport aux caractéristiques de l'onduleur. Et je m'attarde aussi sur ce point-là, c'est ce qu'on appelle le ratio P onduleur sur la puissance crête. Justement, il faut qu'on essaie d'être au plus proche des 100%, voire des 90%. C'est-à-dire qu'on peut sous-dimensionner l'onduleur pour faire baisser les coûts et ça n'aura pas un grand impact après sur la production. On va le voir. Mais parfois, on peut choisir, par exemple, manuellement un onduleur, mais là, on ne va pas satisfaire les caractéristiques électriques. Donc là, il y a un onduleur, mais il y a plusieurs possibilités. Hein. Si j'en veux deux, alors par exemple celui-ci, vous voyez, là, il m'en met 9 en tout. Donc voilà, il y a un panel de choix possible et c'est fait automatiquement. Alors, vous voyez, il y a 104 possibilités. Donc j'ai fait mes groupes, je choisis mon onduleur. Donc j'ai pris le premier là. Je valide. Donc, on peut déjà avoir des informations sur l'onduleur, notamment les caractéristiques. Moi, je regarde souvent justement, c'est pour les puissances maximales injectées. Que ce soit notamment pour, au niveau du réseau, que ce soit pour le TURP, la demande de raccordement, l'IFER, enfin ce genre d'informations-là. Des fois, c'est mieux de limiter cette puissance maximale injectée. Alors, on a les caractéristiques techniques, justement, le dimensionnement de l'onduleur, enfin bref. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir câbler en fait cet onduleur. Il y a plusieurs possibilités de schémas de câblage. Par exemple, on peut les mettre en ligne. Il y a vraiment différents modèles. Moi, j'utilise généralement tout le temps celui-ci. Donc là, il nous indique bien, là, on a bien sélectionné un onduleur, mais il n'est pas câblé. Donc, je choisis mon onduleur. Je choisis un panneau de mon champ. Donc, par exemple, là, il nous propose en ligne, hop, ou en S. Donc, suivant, par exemple, là, si on avait un arbre ici qui porterait de l'ombre, concrètement, c'est mieux de câbler de cette manière-là, de telle sorte qu'il n'y ait que les premières chaînes qui soient impactées, alors que si on câble comme ça, ça va être l'ensemble de l'installation qui serait impacté, parce que, comme vous le savez, un module où il y a de l'ombre, ça va être toute la série qui va en pâtir. Donc, c'est vraiment, l'intérêt, c'est qu'il fait le travail un peu à notre place. Il suggère des onduleurs, il fait des propositions de câblage, à nous ensuite de sélectionner. Et bien écoutez, là on a fait le gros du boulot. Donc, on a notre installation, donc on peut faire plusieurs champs. Hein, j'aurais pu choisir d'étudier qu'une partie, par exemple 9 kg. Enfin. Et on va pouvoir regarder justement les données de productibles. Donc, suivant le matériel utilisé, l'ombrage porté par les différents l'environnement, et ça nous donne quand même un productible théorique, mais qui est quand même plus précis que les autres outils de simulation. Donc, il redonne un ensemble des éléments, la surface notamment enclenchage. Il donne les résultats la première année et également les valeurs moyennées sur 20 ans. Donc après, on peut varier les paramètres d'études. Donc en courant sortie des panneaux en courant continu et en sortie d'onduleur en courant alternatif. Les productibles spécifiques, donc ce qu'on appelle P50 ou P90, c'est le productible. Et les ratios de performance, alors là, c'est pour comparer une installation à l'autre et voir justement le rapport en fait, de production
et privilégier telle installation à une autre. Toutes les pertes, donc ça pareil, on peut aussi paramétrer, il y a des hypothèses là-dessus. Sur les masques, là, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, il y a très peu d'ombrage. Donc, en fait, on va retrouver très, très peu de masques. Mais il y a des projets où les masques proches, j'avais 5, peut-être voire même 10%. Voilà. Donc, les différents éléments. Donc là, il n'y a rien à modifier, c'est juste à titre indicatif. La production qui baisse du coup sur 20 ans. Donc, ça, pareil, c'est à vous de choisir la perte, en fait, par encrassement, par vieillissement, enfin, que vous voulez. Et vous avez les données aussi, du coup, horaires, toute l'année, en jaune. Et vous avez justement, donc on le retrouve en rouge et en gris ici, ça va être toute la production qui va être écrétée. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, on pouvait produire jusqu'à 68 kWh à 14h le 7 juillet. Sauf que le problème, c'est que notre onduleur, il peut injecter au maximum, il est limité à 60 kVA. Du coup, on n'est même pas à 60, vous voyez, on est même à 59 kWh. Peut-être parce qu'il prend en compte les pertes également du rendement. Donc, et ça ne va pas impacter énormément, parce que quand vous voyez ici, la perte par écrêtage perdrait 117 kWh sur une production de 70 000. Donc voilà, des fois, sous-dimensionner l'onduleur, c'est loin d'être catastrophique. Ouais, tu l'expliquais ce matin très bien. En fait, sous-dimensionner l'onduleur, quand on entend ces mots-là, on se dit il y a une perte de production. En fait, il y a deux premières raisons assez évidentes. C'est que en sous-dimensionnant, tu achètes un appareil qui est un peu moins puissant, donc un peu moins coûteux. Tu peux aussi diminuer la, la puissance de raccordement parce que c'est intéressant. Ça évite un coût de modification on va dire du transfo ou un coût de raccordement important. Donc ça peut être un choix stratégique puisqu'on voit bien que écréter de la puissance qui est ponctuelle dans l'année, c'est pas forcément un mal. Et là, on a l'intérêt de pouvoir voir la perte générée. Absolument, et là c'est assez concret. Ça peut être le cas notamment, on parlait de ce matin de tarif bleu, tarif jaune, les 36 kVA, ça peut être bien intéressant, notamment avec le contexte énergétique, là, en autoconsommation, de se limiter, enfin même en vente totale d'ailleurs, de se limiter à ce seuil-là. Ou alors il y a aussi l'exemple des installations souvent à une vingtaine de kilowatts crête, mais on décide de limiter l'onduleur à 18 kVA. Tout simplement parce que ça facilite en fait les coûts, ça baisse les coûts de raccordement également. Donc ça, typiquement, Archelios, ça permet d'étudier un peu, de défricher tout ça. C'est-à-dire que l'installateur, généralement, il a ces outils-là aussi, il apporte son étude. Et là, le fait d'utiliser Archelios de son côté, ça permet déjà d'avoir un avis neutre là-dessus, vérifier les éléments de l'installateur. Voilà, ou même initier un projet. Moi, tous mes notes d'opportunité, je passe par cela pour initier les projets. Et même pour la recherche de subventions, c'est un outil professionnel, donc ça peut faire foi. Voilà donc pour la production. Donc s'il nous donne, là, il n'y a pas grand-chose à faire sur cet onglet-là. Et alors là, c'est l'onglet que moi, c'est mon petit dada. On peut aussi évaluer les modèles en autoconsommation. C'est-à-dire qu'on a la production heure par heure, et on va pouvoir venir la confronter à une consommation heure par heure. Donc, on peut soit ajouter des profils types d'Enedis, donc que ce soit pour les professionnels, résidentiels, heure pleine, heure creuse ou tarif unique, en indiquant la consommation annuelle. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être intéressant parfois pour les particuliers, en fait, parce que leur courbe de charge n'est pas activée sur leur compte Enedis. Donc, on peut se baser parfois sur ces outils-là pour avoir un ordre d'idée déjà. La solution très fastidieuse que je faisais au début, c'est équipement par équipement, venir indiquer les différentes consommations sur place. Mais bon, là, il faut renseigner les périodes de fonctionnement. C'est assez fastidieux quand même et pas forcément très représentatif. Mais le mieux, c'est justement, on peut importer
les courbes de charge, donc les données de consommation qui sont relevées généralement pour les tarifs bleus, soit sur un pas de temps de 30 minutes, ou alors pour les tarifs jaunes sur un pas de temps de 10 minutes, voire moins. Tac, donc ça, ces données-là, on peut les récupérer auprès d'Enedis. Par exemple, là, j'ai la salle de tennis. Hop, j'ai récupéré les données sur l'année 2022. Alors, sauf que parfois, les données ne sont pas toujours accessibles. Notamment, là, je n'avais pas les mois de novembre et de décembre. Donc là, ce serait plutôt d'apporter un profil partiel que je fais. Vous voyez, à partir d'ici, je n'avais plus les données. Et en fait, par extrapolation, il va proposer déjà de combler un peu les données de consommation manquantes. Et quand je vois la consommation annuelle, bah, ça correspond à peu près aux données. Donc ça c'est encore une des spécificités du logiciel. Donc j'ai ma courbe de charge. Donc j'aurais pu modifier les valeurs mensuelles également. Je peux, si je le souhaite, modéliser aussi du stockage. Ça peut être vraiment intéressant. Avec pareil, c'est vraiment l'intérêt du logiciel aussi, c'est qu'il y a un vaste référentiel d'équipements, que ce soit panneaux, onduleurs ou batterie, avec voilà, les fabricants, le type de batterie. Bon, ça c'est utilisé assez rarement, mais en tout cas l'outil existe. Il permet d'étudier une valorisation de l'autoconsommation. Et donc on va regarder les données en autoconsommation. Il va confronter en fait production et consommation et voir un peu quels sont les résultats. Donc là, pour le cas, l'installation est clairement surdimensionnée. Vous voyez, on autoconsommerait 7% seulement de la consommation. Par contre, on satisferait 40% des besoins. Mais là, clairement, en autoconsommation, ça serait pas un modèle pertinent. Mais ça nous donne déjà des éléments. Donc là, c'est vraiment heure par heure. Hein. On peut venir regarder à telle date la production. En rouge, c'est la consommation et en vert, en fait, ce qui est autoconsommé. Donc là, par exemple, bah, ici, on n'arrive pas à satisfaire, c'est la nuit, on n'arrive pas à satisfaire, bien sûr, la consommation. Donc ça, on l'a fait, par exemple, pour une installation de 60 kW à crête, et peut-être qu'une installation de 9 kg, si je reviens là, donc me limiter à une installation de 9 kg, bah, ça aurait peut-être été plus pertinent. Donc ça, Archelios, bah, ça peut permettre justement de comparer différentes tailles d'installation. Le seul petit bémol, c'est que justement, ils n'ont pas mis de variantes, d'intégration de variantes là, dans le logiciel, qui aurait pu être intéressante pour comparer différents modèles. Voilà. À ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a des petites questions là sur l'ensemble des données, que ce soit de production, de consommation. J'ai pas vu de questions dans le chat, donc si vous souhaitez, activez le micro et c'est parti. Je vais essayer de vous présenter un exemple de courbe de charge d'un bâtiment lambda. Vous allez voir. Voilà. Donc là, nous on a mis en place un accès auprès d'Enedis pour pouvoir accéder aux données de consommation des différents compteurs. Donc voilà un peu comment ça s'intègre. Donc on a la date, l'heure. Là, vous voyez, typiquement, il n'y a pas eu de consommation enregistrée. Ça peut arriver aussi. Je pense qu'à la fin de l'année, donc c'est toutes les demi-heures. Et moi, après, je me débrouille pour mettre toutes les heures, pour réduire le nombre de données, notamment pour la taille des fichiers. Et là, on devrait voir, je pense quand même, oui, voilà. Et en juillet 2022, on avait quand même 62 watts, par exemple. Et donc ça, les fournisseurs d'énergie, ils utilisent aussi ces données-là pour faire leur facturation. Bon, bref, c'était juste à titre d'information. Voilà.
Et enfin, ça va être justement le dernier volet, le volet en fait économique, où là, bon, on a regardé un peu techniquement ce qui était possible de faire, la puissance, le gisement solaire, la puissance qu'on pouvait installer, les résultats en autoconsommation. Mais qu'en est-il du modèle économique? Donc là, il y a quelques onglets en fait à renseigner. C'est un peu la limite aussi, une des limites de l'outil, c'est que je trouve que le modèle économie est un peu limité. Ça, moi, j'ai développé mon propre tableur Excel à côté. En fait, on peut renseigner justement l'investissement, le coût de l'onduleur pour le renouvellement, le prendre en compte, ce qu'on appelle l'OPEX, justement, la maintenance et entretien. Donc là, on prend un pourcentage en fait de l'investissement. Bon, ça, c'est à définir. Le mode de financement, donc s'il y a un emprunt bancaire, quel montant, quel taux d'intérêt, un taux d'inflation, un taux des fonds propres. Ces taux-là, en fait, vont nous permettre notamment de prendre en compte l'actualisation. Ça, c'est un terme en fait qui permet de prendre en compte l'évolution de la valeur de l'argent dans le temps. Un euro investi aujourd'hui aura plus de valeur demain. Voilà, c'est un peu dans cette notion-là, grosso modo. S'il y a d'éventuelles subventions, donc en autoconsommation et vente de surplus, la prime à l'investissement. C'est vrai que cette prime était versée les 5 premières années de fonctionnement avant. Là, elle est passée la première année. Et ensuite, on choisit notre mode de valorisation. Connecté au réseau, on est en vente totale. Autoconsommation, on est en autoconsommation totale. Ou autoconsommation et vente de surplus. Autonome, je ne sais pas trop la différence avec autoconsommation. Bon, en tout cas, il y a des supports et notamment une FAQ ici qui est plutôt bien faite pour répondre aux différentes questions en fait, de prise en main de l'outil et qui est plutôt bien faite. Et pareil, on retrouve l'extension SketchUp pour la modélisation qui est proposée. Donc, par exemple, en vente totale, donc, je vais pas changer ces chiffres-là, mais voilà, juste vous montrer un peu. Après, en plus, ils sont pas très bons parce que vu les résultats. Mais bon, bref, c'est pour l'exemple. Il vous donne le revenu annuel, donc là, on est en vente totale, par exemple. Bon, un prix de 20 centimes pour en vente totale. Ah oui. On a regardé l'autoconsommation, mais on a choisi la valorisation en vente totale. Le revenu cumulé, donc le coût de maintenance, donc moyenné sur 20 ans. Oui, ce sont des moyennes sur 20 ans. Et là, ça va être toute la partie, ils vont prendre en compte l'actualisation, justement. Notamment au niveau des banques. Ça, c'est une donnée qui les intéresse, c'est ce qu'on appelle la VAN, valeur actuelle nette. Donc celle-là, on veut qu'elle soit positive. Pour le coup, elle ne l'est pas. Donc un projet pas forcément intéressant. Et c'est ce qu'on appelle aussi le coût global actualisé. Ça, en fait, c'est le coût de l'énergie qu'on va produire. Ça peut être intéressant, notamment en autoconsommation, avec tiers investissement. Quand on vend l'électricité au propriétaire du bâtiment, on peut se dire, voilà, le kilowattheure que je produis, il vaut tant. Donc, parce qu'en fonction, ça prend en compte en fait l'investissement, les différentes charges d'exploitation. Et enfin, le temps de retour, qui sont vraiment pas très bons là. Et après, ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne, donc ça, c'est toujours aussi pour comparer à en fait un placement, que ce soit sur du photovoltaïque, un projet bois ou même un placement bancaire. On veut que ce taux-là soit le plus élevé possible. Voilà, l'opération n'est pas très intéressante. On a les revenus qui évoluent, du coup, tous les 20 ans. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut renseigner le tarif de vente et également l'indexation, l'évolution du prix. En autoconsommation et vente de surplus, on a pareil le tarif de vente et le prix du kilowattheure que l'on consomme. Voilà, c'est des petites données à renseigner. La prise en main est assez rapide. Le cash flow, c'est-à-dire le retour sur investissement, là sur 20 ans, on n'y est pas encore. Ici, c'est une petite augmentation parce qu'il se base sur le remplacement modulaire. Il le place en fait au bout de la 11e année, parce qu'on part sur un remplacement d'onduleur sur 20 ans, à moins d'avoir une garantie plus longue. Et l'ensemble des données année par année. Production, revenus vente, énergie économisée, enfin voilà.
Le petit bémol aussi de ce volet-là, c'est qu'il ne prend pas en compte l'autoconsommation collective. Parce que ça, on n'en a pas parlé avant. Mais là, j'ai regardé en autoconsommation individuelle sur la salle de tennis. Mais je peux venir, par exemple, importer une nouvelle courbe de charge. Par exemple, je vais me dire, tiens, on va, pourquoi pas faire une opération d'autoconsommation collective avec le centre culturel Glenmore, par exemple. Cette fois-ci, j'avais toutes les données sur toute l'année, donc j'importe le profil annuel. J'ai le nouveau profil de consommation. Donc, les deux seront pris en compte. Vous voyez que là, c'est la consommation cumulée. Et je vais pouvoir voir, là, ces données-là, comment elles vont évoluer. Donc, je peux venir rajouter autant de courbes de charge que je le souhaite. Et là, vous voyez, par contre, là, c'est plus la même. Là. On va autoconsommer 70% de notre production. Et entre les deux bâtiments, on satisfera quand même 25% des besoins. Donc, d'un point de vue de l'esprit, c'est quand même intéressant de se dire, ah bah tiens, il y a un quart de nos besoins déjà, on va être autonome là-dessus. Là. On parle d'autonomie énergétique, là, on le voit concrètement. Avec pareil, en jaune, notre production, en rouge, notre consommation, et en vert, ce qui va pouvoir être... Et donc là, il y a vraiment les deux courbes de charge qui ont été superposées. Quoi. Et donc, quand je reviens sur le modèle économique, le problème, c'est que l'économie en autoconsommation individuelle, elle est plus importante parce qu'il y a des exonérations de taxes. On ne passe pas par le réseau, donc on ne paye pas le TURB non plus. Alors qu'en autoconsommation collective, on n'a pas tous ces exonérations. Quoi. Et là, sauf qu'on ne peut pas indiquer deux tarifs, ça aurait été intéressant de découpler les deux. Mais bon, voilà, on est sur des modèles quand même un peu plus complexes qui est l'autoconsommation collective. Et enfin, on peut faire un sorti d'un rapport que fournissent généralement les installateurs photovoltaïques, où on peut choisir justement qu'est-ce qui va figurer dans ce rapport. Par exemple, le site, la modélisation 3D, la production, enfin bref. Alors, je ne vais pas tester de le générer, parce que ça va peut-être... je vais le faire quand même. J'espère que ça ne va pas laguer. Mais pendant que ça charge, j'ai une petite question et une remarque. La première remarque, c'est que j'ai oublié de vous prévenir, mais il faudra qu'on termine à 19h15. Pourquoi? Parce que dans nos locaux, l'alarme doit s'enclencher entre 19h20 et 19h30. Donc, je préviens avant d'oublier. J'avais oublié de l'indiquer en début de session. Et puis ma petite remarque, pendant que ça charge, Alexandre, tu évoquais le logiciel ne prend pas complètement en charge le modèle de l'autoconso collective, mais d'après ce que tu dis là, en fait, ce qui va manquer, ça va être les calculs de TURP et autres qui sont associés. Par contre, sur la partie technique, on a bien un cumul des courbes de charge et donc une prise en charge dans les simulations, à la fois du productible et de la consommation, qui est pour le coup pertinent. Il n'y a que sur le modèle économique où c'est pas complètement abouti. Oui, absolument. Ouais. D'un point de vue technique, là, c'est difficile de rentrer. Et encore, il y a des modules supplémentaires, mais c'est difficile de rentrer plus loin, quoi. En sachant qu'on est quand même bien épaulé par l'application, dans ces propositions, justement, comme je disais, d'onduleurs, de calpinage. Mais ça permet déjà d'avoir un regard objectif, de vérifier une potentielle offre de professionnels, et puis voilà, d'évaluer vraiment le gisement solaire au plus précis possible, notamment dans nos modèles économiques. Après, d'un projet, ça va impacter. Donc voilà un peu le donné du rapport. En fait, il reprend vraiment... moi, je les trouve pas forcément très pédagogiques, parce que c'est donné un peu de bout en blanc. Mais c'est pour ça que moi, je réalise mes propres rapports de mon côté. Mais bon, c'est déjà un premier rendu. Donc, il remet notamment les paramètres, justement, là on n'a pas été voir. Je peux peut-être revenir dessus. C'est assez intéressant aussi. Dont l'onduleur.
je reviens sur ce ratio justement entre la puissance onduleur et la puissance crête. Dans les paramètres, vous pouvez choisir de faire évoluer là ces deux indicateurs, ce maximum et ce minimum. Parfois, justement, ils montent jusqu'à 120 ou voire 70. Donc, ça leur permet une marge plus importante et un choix d'onduleur également plus important. C'est ça qu'il faut vérifier parfois. C'est pas toujours plus intéressant. Plus on augmente la marge et moins on sera précis. Si je reviens sur le rendu, voilà, la perte dans les câbles, justement, ça on peut venir modéliser. Période d'observation. Il vous redonne donc, la puissance totale, le nombre de chaînes, la puissance des panneaux. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas le plus l'onduleur avec ses références et caractéristiques, les caractéristiques du panneau. Donc une photo de la modélisation. Bref. Vos données de production et les différentes pertes. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qui figurait en fait sur l'application. La production par an. Les émissions évitées aussi, ça, vous pouvez l'inclure dedans. Les courbes de charge, enfin voilà, mais je le trouve pas forcément le plus. Encore, c'est un outil. L'utilisation, je le trouve vraiment très intéressant. Encore le rendu après du document derrière, je pense qu'il pourrait être peaufiné. Et le modèle économique après, bien sûr. C'est un peu tous les éléments présentés tout à l'heure. Donc finalement, toi, en rendu, tu utilises le logiciel, mais tu n'utilises pas le rendu automatique d'Archelios et tu fais toi un rendu, on va dire, personnalisé. Alors, je vais l'utiliser sur les sollicitations de subventions, par exemple, pour montrer que c'est bien cet outil-là qui a été utilisé. Et en comparaison de ce que proposent les installateurs aussi. Comparer les deux documents. Voilà un peu. Alors, je sais pas. Oui. Je me posais la question de savoir si les participants ont des questions, parce que je n'en vois pas dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à soit lever la main, soit demander la parole en réactivant votre micro. Ils sont sages, hein? Oui, c'est la fin de journée. Ah, il y a Jean qui lève la main. Ouais. Moi, c'était pour les courbes de charge ou le rapatriement des données des compteurs Enedis, là, Alexandre. Est-ce que c'est... Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que les centrales, quand elles sont inférieures à 36 kW, les données, on les rapatrie sur le compte professionnel. Et pour une centrale supérieure à 36 kW, elles sont rapatriées, on va les chercher sur le compte entreprise. Par exemple, pour la centrale Tinature à Trémuson, c'est le compte entreprise. Et là, les données, c'est des fichiers avec l'extension .json, là, J-S-O-N, et c'est pas très simple pour extraire les données, alors que pour une centrale inférieure à 36, avec un compteur Linky, ouais, parce que c'est ça, quand tu as une centrale inférieure à 36 kW crête, tu as un compteur Linky, et sinon, c'est un compteur PME-PMI, au-delà de 36 kg. Et les données qui sont rapatriées ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ce dont tu nous parlais tout à l'heure, là, c'était des données qui étaient, les courbes de charge qui étaient liées à des centrales ou à des consommations inférieures à 36 ou supérieures à 36. Là, c'est inférieur à 36, mais là, je vais vous montrer une d'un tarif jaune, supérieur à 36. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Ce sont juste, au lieu d'être tous les demi-heures, on est tous les 10 minutes. Ah oui, ça, c'est la courbe de charge donc, de l'installation, de consommation du site. Oui, toi, tu parlais de production. Ouais, moi, je parlais de production, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, on ne peut pas intégrer après des données de production. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les données ici, heure par heure, on peut quand même les importer. Les exporter, pardon. Mais oui, je pense que tu parlais de données de production, du coup, Jean. Oui, c'est ça, ouais. D'accord.
Donc là, ça sera vraiment lié à l'application ou la plateforme sur laquelle elles ont été enregistrées et stockées. Mais bon, sur des modèles, c'est vrai, en autoconsommation, ça a toute sa pertinence, ce genre d'outil. Le niveau de précision. Et après, l'idée, c'est si vraiment, par exemple, dans un collectif citoyen, il n'y a pas de membres qui puissent prendre la main sur ce genre d'outils, c'est potentiellement que soit les agences locales de l'énergie ou moi-même, ponctuellement, on puisse travailler sur tel ou tel projet. Ça peut être aussi des pistes à creuser. Ouais, pour rappel, on avait ce matin Laetitia, la loi de Lorient Agglomération, qui est au service énergie. Alexandre, lui, est à la LECOB. Moi, en travaillant à l'ON, je suis en lien avec Lorient Agglomération, Laetitia dont je parlais. Et c'est vrai que pour les collectifs citoyens, et le plus simple, finalement, c'est de travailler sur des bâtiments publics en termes de contrat investissement. Et c'est vrai que pour le coup, toutes ces données-là, la plupart du temps, sont déjà de la collectivité, c'est suivi, et donc l'intérêt, c'est de pouvoir travailler en bonne intelligence pour que l'étude elle soit faite on va dire en amont, soit par la collectivité, soit par le collectif avec la collectivité. Et ça permet d'avoir une approche coopérative dès le départ. C'est vrai que il pourrait y avoir de belles synergies, parce qu'on sait que parfois les collectifs citoyens ont du mal à trouver des toitures aussi pour mettre des centrales. Et donc le fait d'avoir des modèles, techniquement l'électricité est toujours consommée au plus proche, et d'avoir des modèles d'autoconsommation qui vont un peu plus peut-être séduire des collectivités avec du tiers investissement, enfin des collectivités qui n'ont pas forcément ou pas envie ou n'ont pas les moyens pour investir, ça peut être des futurs modèles. Et je pense qu'on va aller vers ça petit à petit. Le tout, c'est après de la garantie sur le long terme. Et pour les collectifs citoyens qui n'ont pas, on va dire, d'ALEC sur leur territoire, si le contact est pris avec la collectivité, on en parlait ce matin avec Alexandre, pourquoi pas lancer un GT, un groupe de travail Archelios, pour ceux qui le souhaitent, pour monter partager, mutualiser un petit peu les savoirs. Mais ceux qui n'ont pas accès à Archelios par choix ou par manque de compétences, peu importe, il y a toujours possibilité de demander à un autre collectif citoyen qui travaille avec. Je crois qu'il est 19h09, c'est pas très agréable de devoir se presser pour le temps, mais c'est souvent une réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation d'Alexandre et l'utilisation du logiciel? Non, moi j'aurais une question par contre sur le coût, là, parce que tu parlais tout à l'heure, Bruno, en début de session, là, que éventuellement une licence pourrait être achetée et partagée, et c'est quoi le coût globalement? Alors, c'est déjà le cas. La licence est déjà achetée par Taranis depuis 1 an et demi ou 2 ans, peut-être même plus. Le coût de la dernière version, Alexandre, tu l'as peut-être plus en tête que moi. Moi, je dirais que c'est dans les 2 000 € pour l'ordre de grandeur. On est un peu moins, je crois, de mémoire. Et on est répartis. J'allais vous montrer l'ensemble des structures, justement, là, pour le moment. Et ça, il y a pas mal d'agences ou de collectifs citoyens. Et donc, on va faire un petit mail suite à cette session pour rappeler les conditions on va dire, d'inscription, donc de coûts associés. L'idée, quand ça a été lancé, c'était de pouvoir mutualiser et qu'on soit plusieurs pour baisser les coûts. Certains l'utilisent beaucoup, d'autres moins. Mais l'intérêt, c'est de donner accès à un outil professionnel à des collectifs et des structures qui n'ont aucun intérêt commercial. De mémoire, puisque tu l'as sous les yeux, on a combien de structures qui partagent l'inscription cette année? Alors, en agence, je crois que nous sommes 4. Oui, c'est ça, 4, voire 5. Et en collectif citoyen, bonne question. Je pense qu'on est à 6 ou 7. Il y avait Étoile solaire, par exemple.
Ouais. De mémoire, on était à une dizaine, ce qui fait en ordre de grandeur hein, à peu près 200 €. Voilà, les chiffres sont à revérifier, mais en termes d'ordre de grandeur, voilà ce que ça donne. Pour le développement de projets. Ouais. Après, je ne sais pas si les coûts étaient les mêmes pour les collectifs citoyens. Je ne sais pas si il y avait quand même un coût intéressant pour les collectifs citoyens de mémoire. Ouais, c'est pour ça que je parlais de renvoyer un petit mail suite à cette session. Le réabonnement doit se faire en juin de mémoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous envoyer à tous, réseau adhérent, les conditions de la, on va dire, de la prochaine réinscription, la mise à jour de l'adhésion à cet usage collectif. Je vois pas de questions dans la conversation. Je vois pas de main levée. Je vous avoue que j'aurais bien aimé continuer parce que moi aussi j'avais des questions, mais comme il est 19h13, je vous proposerais bien une dernière question et puis de terminer à l'heure pour que je ne déclenche pas l'alarme du bâtiment, ce qui ne serait rigolo pour personne. Ah, je vois un petit mot dans la conversation. C'était Jean. Eh bien, écoutez, c'est une heure raisonnable. Je vois pas d'autres questions. Moi, je voudrais vraiment remercier Alexandre euh, pour cette double session de la journée. Et le fait de pouvoir l'enregistrer et de la participer, j'espère que ça sera utile. Donc, moi, je vois deux choses. La première, c'est renvoyer un petit mot. Ça sera un de nous à Taranis pour vous donner les conditions de réadhésion. Proposition faite avant juin. Et puis, Alexandre parlait d'un travail de rédaction sur un document qui faciliterait l'usage, un guide de l'utilisateur d'Archelios. Donc, ça me semble être les deux prochaines étapes. Et si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, vous pouvez écrire à Alexandre ou moi. On tâchera de vous répondre le plus rapidement et précisément possible. Voilà. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée à vous.